Bonsoir. Bonsoir Yann, bonsoir Pierre. Merci à nouveau d'être au club Halluciné. Merci à vous. On est ravis de vous avoir après Boîte Noire, qui a été un grand souvenir du club. Alors comme toujours, on va donner la parole au public, mais d'abord j'avais une petite question. Il y a une mention au générique que vous avez peut-être remarqué, chers spectateurs, c'est que Pierre Ninet est producteur, et c'est également indiqué d'après une idée originale. Alors j'avais envie de savoir le pourquoi, du comment, et d'ailleurs est-ce que c'est un film que tu aurais pu réaliser, voilà, les dessous de cette idée originale. Producteur pour l'argent, ça c'est la première question. Acteur principalement pour l'argent. Non, producteur. Alors en fait, l'idée originale, parce que je voulais faire un film sur les orateurs, sur cette parole qui peut être à la fois magique et en même temps dangereuse, vénéneuse, et puis le sujet du coaching après est arrivé. Je trouvais ça passionnant de voir la place qu'on a laissée aux coachs sur les réseaux sociaux, partout. Voilà, les coachs qui nous coachent pour tout, pour maigrir, pour se muscler, pour changer de vie, pour être la meilleure version de nous-mêmes, pour être millionnaire en 3 mois, etc. Et du coup, je suis allé voir Yann avec ce sujet, et tout de suite j'ai pensé à Yann. On avait fait Un homme idéal et Boîte Noire ensemble. Et j'espérais qu'il soit aussi excité que moi à l'idée de travailler sur ces figures d'orateurs et sur l'électricité qui peuvent... Enfin, la manière d'électriser les foules en tout cas, et ça a branché Yann. Et après, je l'ai produit parce que j'étais justement à un moment où je me disais que j'avais accumulé de ces 15 dernières années assez d'expérience pour pouvoir essayer d'être un petit baby producteur et accompagner le projet du début jusqu'à la fin plutôt que le laisser à des producteurs. Voilà. Et je suis allé voir Wassim Beji avec qui on avait fait Boîte Noire, Yves Saint Laurent, Un homme idéal ensemble. Et on a fait ça ensemble avec Yann, main dans la main, si je puis dire. Exactement, et enfin, quand Pierre m'a parlé de cette idée de faire un film qui serait centré autour d'une figure, la figure d'un coach, moi ça m'a tout de suite accroché. Je trouvais que le coaching c'était vraiment un sujet pertinent au vu de la recrudescence du nombre de coachs qui pullulent sur le net et qui sont boostés par les réseaux sociaux. Et puis je trouvais que c'était aussi... parler du succès du coaching, pour moi, c'était quelque part parler de la société d'aujourd'hui. C'est symptomatique de notre société, de cette injonction au bonheur, au succès, ce culte de la performance. Il y a quelque chose aussi d'une société qui est en perte de repères. Les citoyens s'éloignent du politique, du religieux, et donc il y a une sorte d'espace vacant où je pense que les coachs arrivent avec parfois des idées toutes faites. En tout cas, des conseils qui sont censés vous donner pour reprendre votre vie en main et peut-être livrer une meilleure version de vous-même. Donc il y avait quelque chose en tout cas d'intéressant. Je voulais rendre compte de ce phénomène-là dans un film, et en me documentant, j'ai appris l'existence de ces séminaires qui existent aux États-Unis, où vous avez des centaines, des milliers de personnes qui se réunissent pour entendre ces grands coachs qui prodiguent des conseils. Et je ne savais pas que ça existait aujourd'hui en France. Et donc j'ai assisté à certains de ces séminaires, et là ça a été un choc, parce que j'ai vu des scènes en fait cinématographiques, j'ai vu des scènes extrêmement cinégéniques où Pierre parlait de ces grands orateurs, il parlait de comment la parole peut électriser la foule, comment elle peut mettre les gens en état de transe. C'est ce que j'ai vu, et c'est ce que je voulais vraiment rendre compte dans le film. Alors c'est à vous, public, de poser des questions. Alors, une première question. Voilà, ici on va. Voilà. Attendez le micro, et puis. Oui, bonjour, bonsoir. Alors, je suis vraiment impressionné par la progression du personnage, et je voulais m'adresser à Pierre Ninet. Comment on construit ce personnage qui est dans un idéal de Jésus, et qui termine dans la fange de Satan. C'est une bonne lecture du film. Hein. C'est ce qu'on avait un peu en tête. En vrai, il faut un bon scénario pour ça. Hein. Moi, je suis pas pour grand-chose à ce niveau-là. Moi, j'ai lancé l'idée originale. Après, c'est vraiment Yann et Jean-Baptiste Delafont, qui est un super scénariste que Yann a choisi. Et voilà, Jean-Baptiste, il avait fait... Par série d'Argent et de sang, Baron Noir, c'est quelqu'un qui va chercher dans les sujets de société, qui dialogue très bien aussi. Et donc après, comment on construit ça ?
un peu comme Yann, j'ai beaucoup observé les coachs, j'ai beaucoup regardé de formations en ligne, j'ai beaucoup regardé de séminaires, beaucoup regardé Tony Robbins, qui est un coach américain, qui est un peu le pape des coachs. Voilà, lui qui fait qui a gagné je crois même des milliards maintenant de dollars. Donc on s'intéresse à ces figures-là, et puis on s'intéresse à ces coachs assez malins qui, comme Coach Matt, font appel un peu à la science, un peu aux neurosciences, et voilà. Et puis après, c'est une prépa un peu physique avec ce que Matt peut faire, et puis aussi pour tenir ces séminaires, parce que c'est des scènes longues à tourner. Vous, à la fin, ça dure 2 minutes, mais parfois nous, ça nous prend 4 jours à tourner. Il faut refaire beaucoup. Yann voulait une mise en scène très ample dans ces séminaires, justement pour que ce soit généreux et un peu dingue, comme le moment que ces gens vivent dans ces séminaires. Donc voilà, c'est un peu de tout ça. Puis après, c'est surtout énormément de conversations avec Yann autour de l'ambiguïté, l'empathie qu'il faut pour le personnage. Il nous arrivait de faire des prises différentes d'une même réaction, d'une même réplique, avec un côté plus manipulateur, plus sincère. On se disait, au montage, il y aura beaucoup de choix à faire au montage. Et pour compléter la réponse de Pierre, c'est vrai que l'idée qu'on avait au départ, c'était important, en tout cas, d'avoir un personnage qui est sincère. Moi, ça ne m'intéressait pas de faire un film qui critique uniquement le coaching de manière binaire, et d'avoir un personnage, par exemple, cynique, qui utiliserait son statut de coach pour gagner juste de l'argent ou séduire des femmes. Ça, c'était pas très intéressant. Moi, j'avais envie, comme vous l'avez remarqué, qu'il y ait une progression dramatique, hein, que le personnage se transforme. Et au début, en tout cas, mon intention, c'était de le montrer comme quelqu'un de vraiment sincère. Il veut aider les autres. Il a cet amour, il se prend d'ailleurs pour Jésus, à un moment donné, il le dit, il veut vraiment aider les autres. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de montrer, par rapport aux événements qui vont se produire dans le film, et les différentes péripéties auxquelles il va être confronté, et notamment ce projet de loi qui est censé encadrer ce métier, ce secteur qui n'est pas encadré encore aujourd'hui, comment, et d'autres événements, d'autres personnages qui vont le confronter, comment petit à petit il va glisser, il va vers une forme de radicalisation pour devenir un fanatique, en fait. Et où la parole ne sert plus à dire la vérité, la parole, elle sert à électriser la foule simplement, elle sert à brutaliser, elle sert à sidérer. Et quelque part, il devient presque un populiste. Ça nous plaisait beaucoup aussi, à travers la figure du coach, de faire référence en fait à des hommes politiques. Et la sidération par la parole, je crois qu'on le vit aujourd'hui tout le temps, hein, via certains hommes politiques et certains présidents. Donc il y a ce lien-là. En ça, pour moi, j'exagère à peine. Je pense que le personnage, Matt, progressivement devient une figure trumpiste par rapport à son rapport à la parole. La parole qui sert à brutaliser et à sidérer. Votez pour moi. Alors, il y avait une autre question par ici. Merci beaucoup pour ce film qui fait réfléchir à plein de niveaux. J'ai une question à la fois pour Pierre Ninet et pour Yann Gozlan. Qu'est-ce que vous avez appris à désapprendre ? Voilà. Parce que c'est une citation que tu dis dans le film. Oui, je m'en rappelais totalement. Justement, j'avais la ref. Je sais pas si je vais... Moi, je me lance. Il faut apprendre à... Quand est-ce que je dis ça ? Longtemps que je n'ai pas vu. Toi, tu dois l'avoir vu 10 000 fois. Et encore, je le vois demain. Attends, je peux deviner. Attendez, c'est un bon jeu, moi, pour... En termes de neurologie, c'est pas mal. Il faut apprendre à désapprendre. Je dis ça au début du film, à Julien ? Je crois que c'est à Julien dans le séminaire. Je crois que c'est à Julien, je dis ça ? Ouais, ou dans le deuxième. Ce qui est fou, c'est que j'ai l'impression que c'est une réplique que j'ai dite, mais qu'on a coupée. Et comme si tu avais vu une autre version du film qui m'inquiète beaucoup. Peut-être. Une version un peu tellement rush, elle a vu. 45, c'est la version. Il faut apprendre à désapprendre. C'est au Sénat. C'est quand c'est au Sénat ? C'est au Sénat. Ah, c'est Oui, c'est au Sénat face Mais à on se Lucie connaît. Maga. Et oui, on se connaît. Mais je vous connais tous, c'est ça en flashback de fou. Bien sûr. Petit garçon. Petit garçon, Pierre, puisque là, je vois aussi que tu critiques quand même l'éducation nationale un peu. Eh bien, c'est la prof. Mais c'est vrai. Voilà. Madame Pavel, waouh.
Mais le club 300, à chaque fois qu'on vient, il y a des dingueries. L'autre fois, il y avait un complotiste qui nous avait dit qu'on avait fait une blackface sur Oui, l'affiche sur l'affiche. de Boîte Alors Noire. ça, c'est un must. Il disait ça s'appelle Boîte Noire et elle est très contraste l'affiche. Hein. Attention. Et j'étais par terre de rire. Je peux pas vous dire du tellement j'ai trouvé le truc. Non, Mais alors, Madame Pavel. j'espère que je t'ai quand même pas belle. J'espère que je t'ai quand même appris quelque chose. Mais oui. Attendez, c'est un personnage qui critique l'éducation nationale. C'est un personnage. Hein. Moi, je viens pas vous Mais coacher là. alors, il me sidère un peu. Oui. Alors bravo, hein. Franchement, Ok, ce film, celui-là on est rassuré parce que ça partait mal. Hein. qui est fort, puissant justement. Et toi, tu étais quand même un petit garçon très sensible, très gentil. On aimerait bien des anecdotes exclusives. Vous me trouvez noir comme le gars de la dernière. Ok, mais Et voilà, donc je voulais j'étais savoir comment? quel Pardon, était bah du coup, j'étais comment, enfant? C'était un élève modèle. On pourrait avoir 50 élèves comme toi. C'est vrai? C'était Ah, moi, sèche. j'ai gardé mon souvenir. Merci beaucoup. Mais non, j'ai gardé un très bon souvenir. Je vous ai vu tout de suite. J'ai dit, mais c'est ça, c'est un bon flashback. Des dizaines d'années quand même. Mais oui, j'étais en CM1, c'est ça? Oui, en CM1, 8 Incroyable. Et non, maintenant, donc, J'avais fait du théâtre déjà ou pas? très peu. Parce que j'ai une très mauvaise mémoire. Non, c'est moi. C'était avec Georges l'année d'après que j'ai fait du théâtre? Non, même plus tard. Non, non. Bon, c'est perdu de recherche en fait. Pardon, allez, j'arrête de vous prendre en otage. Bravo. Mais Mais justement, quand même, je voudrais savoir, parce que tu as eu un parcours plutôt, on va dire, modèle, parce qu'il y a la comédie grâce à française. Non, je suis modèle. Mais la comédie française et tout, donc tu as été quand même. Dès le CM2, madame, il était déjà brillant. Oui, absolument. Dans le bon tunnel, CM1. C'est un peu au-dessus. Voilà. C'est d'ailleurs, on commence à fraction. Donc, en fait, j'ai pas fait mon CM2, je suis passé directement à l'Académie française. Et là, tac, ellipse, hop, Non, Hop, mais- Sciences Po. Mais pas pour empêcher des questions importantes et qui seraient plus intéressantes. pour Non. elle. Je voulais donc savoir comment tu avais après évolué, parce que là tu critiques quand même la famille, Ça vous a Voilà. calmé quand je critique. voilà, et l'enfant et tout, donc Ben oui. voilà. Après le film, vous voulez dire? Après un film, un personnage aussi, comment dire, dark à certains égards? Et de ne pas avoir une bague, enfin bon, de pas avoir- Vous êtes très déçu par ce personnage. Hein. T'étais si bien parti. Pourquoi du coaching? Pourquoi du coaching en ligne? C'est pas la peine. On était bien, on lisait Ratus. On était bien lancés, on était bien partis. T'avais tout, les consoles, les manuels, les vêtements. Au Tu fais des contraire, hashtags. sortir de ce moule. Je sais Oui. pour moi, Mais on n'a pas répondu à la jeune femme. Pardon, waouh. Quand même, on Ah, vous a pas désolé, oublié. désolé. On a des enfants. Vous avez du temps ce il soir? faut être soi-même. Parce que là, Voilà. non, j'ai toujours Il faut être soi, il faut avoir Pas mon prof de confiance en soi. CM1. Et c'est vrai qu'on n'a pas la critique des notes. Je suis tout à fait d'accord qu'effectivement, on est dans la compétition. Et Oui. c'est bien que tu le soulignes aussi dans ce Je surligne. Alors, donc, très rapidement, c'est évidemment un personnage, je vais le redire quand même, mais c'est un personnage. Je n'aurais pas envie qu'on ait d'amalgame là-dessus. Moi, dès que je peux, je fais l'éloge de l'éducation nationale. Yann m'en est témoin, il m'entend parler des services publics dans des interviews qui n'ont rien à voir. Où il se dit, putain, il ne donne pas la date du film. Et donc, je dois beaucoup à l'école publique. Et par ailleurs, la noirceur de ce personnage, et justement, on voulait qu'il y ait cette confrontation entre l'idée de l'État, qui peut encore, ou qui encadrer et créer du lien social entre les gens, et un coach qui, lui, comme il disait, un peu néo-trumpiste, va jouer plutôt sur les émotions, les pulsions, et aussi l'idée que tout le monde est un entrepreneur en puissance, un self-made man en puissance. Donc une autre idée de la société un peu plus libérale et capitaliste, Oui, c'est un peu l'opposition de la société qui est censée un peu encadrer les choses, et puis une société plus à l'américaine, où il n'y a pas de barrière, et puis c'est beaucoup plus fluide. Mais alors, dans les deux sens, dans les deux aspects, les deux propositions, il y a des choses positives et négatives. Enfin, en tout cas, pour moi, le film n'est pas binaire, il n'est pas... moi, je n'ai aucune leçon morale à donner, ni politique à personne. Je pense que le film est moral, mais il n'est pas moralisateur. Et on pose des questions, effectivement. Et par exemple, dans la scène du Sénat, moi c'est une scène que j'aime bien dans le film, je ne sais pas vous, mais ce qui me plaît dans cette scène, c'est que politiquement ou idéologiquement, je pense que moi je suis du côté de Léonie Simaga qui interprète la sénatrice. Je pense, oui, c'est quand même, on se dit qu'il faut quand même légiférer un peu une profession où vous pouvez avoir un impact sur la vie des gens, quand même, c'est quand même important. Pour autant, dans cette séquence, je me mets aussi à la place de Coach Matt qui, lui, va à ce séminaire, à cette séance face à ces sénateurs, il y va un peu la fleur au fusil, il est persuadé d'être bien accueilli.
Parce que lui, il n'a pas de diplôme et il a l'impression d'être « on m'a reconnu enfin !» Et en fait, il se fait un peu descendre et c'est une scène d'humiliation. Et à cause de ça, finalement, il va se lancer dans une sorte de fuite en avant. Parce qu'ils ont réouvert une sorte de blessure narcissique où il se dit « ah là là, ces gens-là, les sachants », et il tombe dans une forme de populisme et de radicalisation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment on peut devenir ce genre de personne. Mais à la base, je pense que c'est quelqu'un qui est peut-être un peu hors sol quand il se prend pour Jésus, effectivement, mais je pense que c'est quelqu'un qui a un bon fond. Et vous savez, l'enfer est pavé de bonnes intentions, et le film le démontre. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ce que... Absolument. Si. Et on n'a pas répondu à... Il faut qu'on revienne à la demoiselle. Apprendre à désapprendre. Alors, moi, on tenait, et c'est ce que Yann et Jean-Baptiste ont fait dans le film, je trouve, de manière assez brillante, à ce que ce personnage, il dise pas que des conneries, et que dans ce qu'il dit, il y a plein de choses que tu peux aller... je pense que vous êtes tous tombés sur un coach un jour qui dit un truc, et vous êtes dit « Ah, pas mal, ça fait un peu sens pour moi. Ah ouais, à ce moment-là de ma vie, ça a une résonance un peu, cette phrase-là, ce truc-là, l'idée de la discipline, l'idée de... » Et c'est bien tout le problème, c'est qu'il y a des gens qui font très bien ce métier de coach, il y en a d'autres qui ne sont pas armés face à des gros problèmes, et il y en a qui le font très mal, et Yann il est allé à un séminaire, je dis pas que le gars le fait mal, mais il est arrivé en Lamborghini, il est sorti, il est monté sur scène, il a dit « je vais vous sortir de la race des rats ». Bon, ça c'était la première phrase du séminaire, bon ça vous donne un peu une idée, voilà. Lui, alors, je sais pas si vous l'avez eu en CM1, mais vous seriez dégoûté. Là, pour le coup, on aurait pu y aller sur les critiques. Et du coup, par exemple, il faut apprendre à désapprendre. Moi, c'est un truc qui me parle complètement. Bien sûr, de déconstruire des pensées qui, en fait, des déterminismes, des choses qu'on a dans la tête parce que nos parents, parce que notre école, parce que... Voilà. Et évidemment, Coach Matt, il dit des trucs attrayants, séduisants, parfois qui font même sens. C'était le but, c'était que ce soit nuancé, quoi. Donc oui, j'espère avoir appris à désapprendre des trucs. Et je pense que c'est une grosse partie du taf quand tu fais une thérapie, par exemple. Que je vous conseille, hein, la thérapie, c'est top. Et en fait, moi, un petit peu, par exemple, par rapport dans mon travail de filmage, de mise en scène, je pense que les scènes de séminaire, par exemple, moi, je suis quelqu'un plutôt angoissé, donc j'aime bien préparer les choses en amont. Et peut-être qu'à force de préparer, je fige trop les choses. Et dans les séquences de séminaire, il fallait qu'il y ait une forme de lâcher prise, en fait. Alors même si j'ai tenté évidemment de les préparer au maximum pour connaître un peu les angles, mais en même temps de prise de vue, en même temps, il fallait que vraiment moi j'assistais pratiquement à un vrai séminaire et j'ai eu la chance d'avoir des figurants et évidemment Pierre qui était impliqué à 800%, qui a dépensé une énergie de dingue parce qu'il y avait une implication physique, il fallait retrouver financière. Et financière. Tu avais des pages de texte, de monologues, etc. Et il fallait qu'en retour, les gens aussi jouent à fond et soient vraiment présents à 800%. Et là, quelque part, voilà, je sortais un peu du cadre un peu scolaire que je voulais suivre. Et je crois que j'ai appris beaucoup, peut-être en me disant, parfois il faut que je me lâche et pas être forcément sur ma ligne de découpage et accepter que, par exemple, des gens offrent une interprétation ou des choses qui n'étaient pas forcément prévues, quoi. Et ça va avec cette idée de folie, d'énergie, de côté électrique, quoi, d'adrénaline, que je voulais absolument retranscrire dans le film. C'était un peu vraiment mon envie de faire ce film, quoi. Coach Matt serait fier de vous. Merci. Est-ce que vous avez appris à désapprendre? Alors, tous les jours. Je pense que c'est même ce qui me guide. Et justement, dans cette recherche de la déconstruction, de la quête du bonheur, qui je pense finalement est en effet un idéal qui est venu se créer sous le capitalisme et en réponse à la baisse de la religion, je pense que chercher du sens et donc finalement de chercher à apprendre dans la vie plus qu'à essayer d'être heureux comme si c'était un état qu'on pouvait non seulement atteindre et maintenir, c'est ce à quoi je pense on doit aspirer. Ouais, je suis d'accord avec vous à 800%. C'est quoi votre coaching en ligne, vous? Alors, c'est In Power Podcast. Yann, je crois que c'est dans les tuyaux et qu'on va vous recevoir. Pierre, c'est plus ou moins dans les tuyaux aussi, mais je dois encore faire preuve de quelques... J'échange avec Caroline, c'est dans les tuyaux. In Power Podcast? Ouais. Ok, trop bien, on ira voir. Est-ce que parmi vous, il y en a qui le connaissent? Ah, merci beaucoup. C'est pour prouver à Pierre que c'est pas genre... C'est pas ghetto, je peux venir. C'est pas ghetto. C'est legit. Alors, une autre question du public. Je vois quelqu'un à quelques escaliers plus haut.
Je m'en remets pas. Je m'en remets pas du tout. À l'école Boulard. Oui, absolument. Je vais juste redire ce nom. Qui est fou par ailleurs, hein, l'école Boulard. C'est vraiment, on s'attend pas à une école primaire, on s'attend à possiblement une autre école. Bah non, c'est vraiment juger les enfants. L'école Poulard pour Pierre Guinet, bonsoir. Bonsoir. Alors, bravo pour le film, bravo pour la réalisation, enfin, tout ça, envoie du sax, avec grand plaisir. Bien joué. Je voulais évoquer justement avec le réalisateur et le personnage principal, mais aussi le producteur, la notion de responsabilité qu'il y a dans un film qui parle de choses quand même assez lourdes, qui en effet peuvent atteindre des fois, au moment ça parle de la vivilude, du sectarisme, et comment en tant qu'acteur, sachant qu'un film on met toujours un peu de soi, je parle pas du fait que c'est votre personnage, c'est vous, mais on met de soi-même. Un film parle de cinéma, un film donc aussi parle de son métier, de sa réalisation. Comment on réfléchit à cette responsabilité qu'on a en tant qu'acteur, aussi en tant que producteur, quand on fait un film comme ça, et aussi parce qu'on le sait, aujourd'hui les acteurs font partie des gens qui sont influents dans la société, qu'on le veuille ou non, que vous le vouliez ou non, vous avez une certaine aura et une certaine influence, et non, mais que ça soit voulu par plus, c'est très factuel, et justement ce fait, comment on va dire comment l'ego on peut le dégonfler, ou comment on peut faire attention à ça, se créer des barrières, des garde-fous, notamment quand on voit la toute première séquence du film en noir avec le message qui est autant destiné aux figurants qu'aux spectateurs, hein, ça parle de la salle, que toute la fin qui est pas trop long. Donc j'arrête. Mais voilà. Quoi? Pas trop? On me disait pas trop long à côté, donc c'est vrai que... Et ça, c'est des gens précieux dans la vie. Parce que moi, j'ai la même chose dans mon entourage, et à chaque fois, je dis... Ah non, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Non, pardon, je disais pas que c'était trop long. Voilà. Pardon, je disais pas ça. Et la question est très bonne, je trouve, et je suis curieux de t'entendre là-dessus. Parce que non, pas que je t'envoie dans la fosse au lion, mais parce que je t'ai jamais entendu là-dessus. Alors, 100% sincère, c'était pas genre je te jette sous le bus. Tu veux commencer? Je peux commencer. Non mais j'ai pas saisi tout. Vous parliez de la responsabilité. Je suis curieux de t'entendre et tout, machin. Et la mise en abîme du film, c'est ça par rapport au cinéma? Je parlais, c'est ça, quand je parle de responsabilité, c'est-à-dire que, bien sûr que c'est une fiction. Oh là là, mais moi, franchement, je vais vous dire une chose. J'essaye de faire un film qui correspond, moi, à mes idées profondes. Alors après, si on commence à se poser des questions sur ma responsabilité, etc., j'ai l'impression que ça va me bloquer. Et si vous voulez, quelle est ma légitimité aussi pour parler du coaching? J'en avais aucune au début. Et simplement, moi, quand je fais un film, c'était quoi ma légitimité de parler de l'aéronautique? Je ne savais rien de ce monde-là. Moi, ce que j'aime, justement, c'est de rentrer dans des mondes et dans des univers que je ne connais pas. Et c'est ça la puissance du cinéma. C'est quand vous êtes réalisateur, moi, j'ai envie d'apprendre plein de trucs. L'aéronautique, je connaissais rien. Et bon, je dis pas que je connais tout sur l'aéronautique, mais du coup, je me suis immergé dans ce monde-là qui m'a fasciné. Je voulais comprendre comment fonctionnait le BEA, etc. Et ça a été un peu la même chose avec le coaching. J'avais envie de comprendre. Ma responsabilité, c'était de me dire, je sens une sorte d'injonction au bonheur, à la performance, à ce culte-là de la réussite. Et j'avais envie un peu de dire... il y a quelque chose de malsain là-dedans, et j'avais envie de parler de ça, et encore une fois, sans donner de leçon de morale, essayer de faire un film complexe, qui ne soit pas binaire. C'est ça ma responsabilité, c'est de ne pas dire qui sont les gentils, qui sont les méchants. Ma responsabilité, c'est d'essayer de faire un film qui aille à contre-courant aujourd'hui de ce qu'est la société, c'est-à-dire un monde qui est complètement binaire, où les opinions sont extrêmement tranchées, où on n'arrive plus à communiquer, on n'arrive plus à débattre. C'est ça ma responsabilité, c'est d'essayer de dire, non, la vie, un personnage, il est complexe en fait, l'être humain est complexe. Et Matt Vasseur, qui est quand même, à la fin, on peut dire, devient monstrueux, à la base, c'est un être humain avec ses failles, ses complexités, et c'est de comprendre comment ce mec va devenir ce type aussi radical et fanatique.
voyez, c'est ça ma responsabilité, c'est d'essayer de faire un film qui, en fait, sans aucune prétention, qui essaye de créer des scènes intenses pendant la projection, et quand vous sortez, de débattre et de poser des questions, et d'essayer d'un tout petit peu d'ouvrir le débat, et de dire, ah, c'est pas que les gentils et les méchants, le monde est plus complexe, le monde est plus tortueux, et de comprendre comment fonctionne le phénomène de notre société qui part un peu à la dérive avec cet égo trip, avec on parlait du populisme, comment la parole aujourd'hui est en train de devenir vraiment violente, agressive, et de comprendre comment ça fonctionne. Donc ma responsabilité, elle est là, mais je ne sais pas si j'ai été très clair. Moi, si je voulais être un peu provocateur, je dirais qu'on n'a aucune responsabilité des artistes. On n'a pas de responsabilité morale, là, pas de responsabilité, on doit juste créer dans le cadre de la loi, mais à part ça, on n'a pas de responsabilité. Je fais exprès de pousser le truc très loin. Hein. Évidemment que moi, je sais que je suis suivi par des gens, sur les réseaux, il y a des jeunes gens qui me suivent, je ne vais pas poster tout et n'importe quoi non plus. Mais je suis d'accord avec Ken de dire que c'est très inhibant de commencer à se dire en fait, le risque c'est de réfléchir comme un spot gouvernemental à la fin. En disant, mon personnage fume beaucoup à l'écran là. Il faudrait qu'il fume moins parce que ça va passer l'idée que c'est quand même cool de fumer, c'est bien de fumer. Je dis pas qu'il n'y a pas des débats de société qu'on peut avoir là-dessus, sur à quel point on rend sexy la clope, l'alcool et tout. Mais néanmoins, pour créer, il y a un moment où il faut t'affranchir un petit peu de cette idée de responsabilité face à la société. L'idée, ce qui d'ailleurs nous sépare vraiment des politiques et des coachs, c'est qu'eux prétendent venir vous délivrer une vérité, vous décrypter le réel, vous aider avec des vérités que vous n'auriez pas réussi à acquérir par vous-même. Les acteurs, les réalisateurs, les artistes, nous on vous dit mais nous c'est un mensonge. Hein. Nous on fait des contes, on fait des fables, on fait des paraboles. Si dedans vous attrapez des morceaux de vérité qui résonnent chez vous, c'est tant mieux, c'est le but de notre vie. Et que ça a un écho et que vous y reconnaissez votre monde, votre famille, votre société, tant mieux, super. Mais nous, on avance, on est les seuls, en fait, dans la société à dire on est des gros mythos, nous. On va vous mentir et vous payez pour qu'on vous mente. Déjà, vous êtes des fous. Vous êtes toxiques. Non, mais ce besoin d'histoire, il est ancré en nous depuis la nuit des temps et c'est normal, c'est comme ça qu'on se construit. Et moi, c'est pour ça que j'adore écouter des histoires et que j'adore en raconter aussi. Mais c'est très différent, c'est des missions très différentes. Donc la responsabilité, pour moi la politesse d'un réalisateur, d'un artiste, d'un scénariste, c'est de bien se renseigner sur ce dont il parle. Ça c'est une responsabilité pour moi, mais c'est mon éthique personnelle. Un réalisateur, Michel Gondry, demain peut me dire je fais un film sur les avions et le BEA et les boîtes noires, il va faire n'importe quoi. Je vous le dis tout de suite. Et lui, quand je lui dirai un truc politique, c'est comme responsabilité de quand même bien mettre les boutons du cockpit, il fait j'en ai rien à foutre des boutons moi. Rien à foutre, moi j'ai mis un nuage à la place, qu'est-ce que tu vas faire? Et le film, on va aller le voir pareil. Donc je sais pas trop, moi je dis ça pour nous, quand on fait un thriller sociétal, peut-être se renseigner, c'est bien. C'est un bon départ. Voilà. Pardon, Salle, est-ce qu'on peut vous entendre, vous voir? Ah oui, voilà. Quoi? Alors, les BFF, est-ce que vous connaissez les BFF du ciné? Non, non. Ben, vous voulez vous présenter, voilà. Qu'est-ce que c'est? Il faut venir en kimono, c'est ça? On est une secte, c'est pour ça que je suis en kimono. Ok. La secte du ciné. Non, en fait, on rassemble tous les mardis, depuis 1 an, plein de gens, plein d'inconnus, entre 80 et 120 personnes chaque mardi au cinéma. Voilà, puis on est un club où après on va ensuite boire un verre et tout ça, et pour essayer de faire revenir grave les jeunes, comme eux, les moins jeunes d'ailleurs, au cinéma. Voilà. Génial, ça c'est super. C'est trop bien, bravo. Comment votre système de recrutement, comment ça se déroule? Alors c'est tout sur les réseaux. Ok. En fait, on met une story, on met un sondage, c'est hyper démocratique, genre on choisit #Ville. 3 films à Paris. Ok. On choisit entre 3 films à l'UGC Léal généralement, puis on essaie aussi de se déporter dans des cinémas indépendants. Et ensuite, c'est les gens qui votent pour la séance, et après, on va voir le mardi d'après le film. Vous y allez tous ensemble? Et on y va tous ensemble. Vous êtes, tu disais 90, c'est ça? Bah, là, par exemple, mardi, on était 115. Ok. 115 au cinéma et 115 au bar. Trop sympa. Et il y a un peu un esprit d'équipe, un truc à Fight Club, un peu, vous n'avez pas le droit de dire certains trucs que vous faites. Ouais, on se frappe et tout. Vous frappez dans le bar. D'accord, mais c'est la question, c'est est-ce que soit vous frappez, d'accord, mais c'est plus vous frappez, ok. Ah, très cool. Alors, vous vouliez poser une question à cette Eh ben, occasion? écoutez, oui. À quel point, du coup, vous avez un peu l'ambition de rivaliser, parce que entre vous deux, vous avez plein de films
en stock qui ont une certaine ambition et à quel point vous voulez rivaliser un peu avec le cinéma américain en faisant des films. Le cinéma quoi? Il n'existe plus. Nous avons pris la relève, c'est officiel. La France est le premier pays de cinéma du monde. Bravo. Georges Clooney veut être français. Jim Jarmusch veut être français. Pattinson non plus en France avec Assayas. Non mais on est une terre de cinéma de fous les gars, et moi je suis trop content que les gens s'en rendent presque enfin compte, malheureusement à cause du contexte catastrophique aux États-Unis et du fait qu'ils aient fait que des films de supermarché à un grand moment, voilà, bon, et maintenant du coup ils sont un peu en mode... Et hier on me disait encore, je vais pas dire les noms, mais quelqu'un de mon agence me disait il y a un tel, et je vous parle de très gros acteurs et ils sont là, alors qu'est-ce qu'on pourrait tourner en France là, parce que nous en fait Et en fait, ça grâce au CNC, et grâce à l'intermittence du spectacle, et grâce à l'exception culturelle française, on est devenu le phare dans la nuit. Et fatigant pour Moi, c'est ça ma vocation, être gourou du cinéma. Et ministre de la culture. Je plaisante, Rachida. Je reste à ma place. Non, pardon, mais tu veux être le gourou des BFF du coup? Ouais, tu pourrais. Franchement, ouais, avec plaisir, mais je vais pas faire beaucoup plus que ça, ce sera pas hyper constructif. Je crie des trucs et je suis ravi quand les gens crient avec moi. Mais... Non, mais pour répondre à ça, on rivalise déjà depuis longtemps en fait, avec les États-Unis de manière très différente. On est une industrie plus petite, plus libre, plus mobile et plus créative en fait à certains moments. Ils ont évidemment, je fais un peu à gros traits, des artistes de malades, une industrie de malades et une histoire du cinéma de fou. Et avec Yann, on va pas se mentir, beaucoup de nos références sont américaines. On adore Fincher, on adore Hitchcock, bon, voilà. Mais néanmoins, quand même, je trouve que le tapis rouge, le fait de dérouler un petit peu pour les Français aussi, ça fait du bien. Voilà. Et évidemment, on pense à Justine Triet, Audiard, tous ceux qui font notre grande fierté à l'international, mais en fait, voilà, moi je trouve que des fois, on déroule un peu trop le tapis rouge systématiquement pour les Américains en disant oh mon Dieu, mais c'est vraiment. Et en fait, à dire, bah, on a quand même, nous, on avait quand même tout le monde. Depuis Cocteau, mais maintenant, je sais pas, Amalric, Podalides, Catherine Deneuve, et ceux que je viens de citer, les réals, enfin, on a des artistes de malades, quoi. Et aussi des techniciens. Les techniciens, par contre, c'est le gros point noir. Non, des techniciens, bien sûr. Moi, je pas arrêté de le dire sur Monte Cristo, tellement j'étais ahuri de ce qu'ils arrivaient à faire. Évidemment, les Américains savent faire des trucs qu'on sait pas faire, mais finalement, il y a quand même beaucoup de trucs qu'on peut faire un peu comme eux ou un peu différemment d'eux, et c'est pas mal aussi, quoi. Mais moi j'ai été nourri par le cinéma américain. Aujourd'hui, je pense que l'innovation américaine, elle est dans les séries. Aujourd'hui, c'est là. Voilà, je pense que le cinéma indépendant, ça doit être très compliqué de le produire aux États-Unis. Et c'est vrai que Hollywood, les films dits originaux, qui ne sont pas des suites ou qui ne sont pas des, comment ils appellent ça, des IP, il y en a plus beaucoup. Donc c'est sûr que moi, en tout cas, j'ai été nourri par voilà, les films noirs américains. C'est pour ça que j'aime énormément le thriller, parce qu'il y a un côté aussi un peu tragique et ça parle de la société. Et donc moi, j'ai pas envie de rivaliser avec ça, mais ça fait partie de ma construction de cinéphile en fait. Donc je peux pas renier ce qui m'a vraiment donné envie d'essayer de faire des films. Et en tout cas, pour ce film, j'avais envie... le coaching, en fait, c'est né aux États-Unis. C'est vraiment organiquement lié à la culture américaine. Pour autant, j'avais envie de montrer que ce phénomène-là commençait à se développer en France. Et donc, on avait envie, avec Jean-Baptiste Delafont, scénariste, de faire un film en fait, qui parlerait de la réalité sociale française. Donc, vraiment, pour moi, pour le coup, je voulais faire un film très français, en fait, sur la réalité sociétale française aujourd'hui, notamment donc, ce projet de loi sur l'encadrement, comme il y a eu des métiers de coach, comme il y a eu il y a quelques années un encadrement sur la profession de psychologue. Enfin voilà, j'avais envie d'ancrer ça dans une réalité française, et pas de faire un film à l'américaine. Et ben c'est réussi, bravo. Merci. Merci beaucoup. Cette soirée. Merci à Studio Canal, c'est déjà la fin de cet échange. On vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain Club Allociné. Merci aussi au Forum des Images qui nous a accueillis. On ira voir chaque note que chaque personne a mis sur le film. On a retenu les rangs, on a tous vos noms et on fait noter librement. Voilà, pensez bien noter. Voilà. Merci de nous tendre la perche.
Ah, 5. Vous avez toujours mis les bonnes notes, on va pas s'arrêter maintenant. 5 étoiles sur la